Mon gendre me préparait une tisane chaque soir depuis 3 mois. Ce soir-là, ma voisine de palier l'a fait tomber exprès et m'a chuchoté à l'oreille. « Ne la buvez pas, Madame Hélène. S'il vous plaît, faites-moi confiance. » Mon cœur s'est glacé d'un coup. Alors, en secret, j'ai échangé sa tasse avec la mienne. Je m'appelle Hélène Fontaine, j'ai 63 ans, et pendant toute ma vie d'adulte, j'ai pensé que les tragédies comme celle-là n'arrivaient que dans les romans que je lisais avant de m'endormir. J'avais été institutrice pendant 38 ans dans le même quartier de Lyon, rue Garibaldi. J'avais vu défiler des centaines d'enfants devant mon tableau noir. J'avais enterré mon mari, Bernard, 5 ans plus tôt, d'un cancer du poumon diagnostiqué trop tard. Et depuis, je vivais seule dans mon appartement du 3e étage, un haussmannien au parquet grinçant que Bernard et moi avions mis 20 ans à rembourser. Ma fille Camille était tout ce qui me restait. 35 ans, belle comme sa perle avait été jeune, avec ce sourire en coin qui donnait l'impression qu'elle savait toujours quelque chose que vous ignoriez. Elle avait épousé Marc Delacroix 7 ans plus tôt lors d'une cérémonie sobre à la mairie du 7e arrondissement. Marc était courtier en assurance, bien habillé, toujours poli avec moi, le genre d'homme qui retient votre manteau et vous tient la porte. Bernard ne l'avait jamais vraiment aimé. Il disait parfois, sans aller plus loin, « Il sourit trop, ce garçon ». Je pensais que c'était la jalousie d'un père. Après la mort de Bernard, ma solitude était devenue pesante. Camille travaillait beaucoup, des déplacements fréquents pour son cabinet d'expertise comptable. C'est Marc qui avait pris l'habitude de passer le soir, 2 ou 3 fois par semaine d'abord, puis presque tous les soirs. Il disait que ça le rassurait de savoir que je n'étais pas seule. Il apportait des viennoiseries de la boulangerie Margot au bas de la rue, ou bien il préparait lui-même une tisane dans ma cuisine, de la verveine citronnelle, celle que je prenais depuis des années pour dormir. Je trouvais ça touchant. Je le disais à Camille au téléphone. « Ton mari est un homme bien, tu as de la chance. » Elle répondait avec ce même sourire dans la voix, sans enthousiasme particulier. Je mettais ça sur le compte de la fatigue. Ce que je ne savais pas, c'est que ma voisine de palier, Marguerite, 70 ans, ancienne pharmacienne installée au 4e depuis plus longtemps que moi, observait les allées et venues de Marc depuis des semaines. Marguerite n'était pas une femme bavarde. Elle frappait à ma porte 1 fois par semaine pour m'apporter des figues de son fils qui habitait en Ardèche, et nous buvions un café ensemble sans jamais nous dire grand-chose. Je la connaissais depuis 15 ans, sans vraiment la connaître. Ce soir-là de novembre, Marc était arrivé vers 10 à 9 heures avec son habituel air décontracté. Il avait posé son manteau sur le porte-manteau de l'entrée, filé directement à la cuisine, et j'avais entendu le bruit familier de la bouilloire et du placard des tasses. Il m'avait apporté la tisane dans mon grand salon encombré de livres, l'avait posée sur le guéridon à côté de mon fauteuil, et s'était assis en face de moi pour me raconter une histoire sans importance sur un collègue de bureau. C'est au moment où je levais la tasse que Marguerite avait frappé. Marc était allé ouvrir, et je l'avais entendu dire avec cette politesse appliquée qu'il réservait aux inconnus. « Bonsoir, madame, je peux vous aider ?» Marguerite était entrée dans le salon sous prétexte de me rapporter un livre qu'elle ne m'avait jamais emprunté. En se penchant vers moi pour me le tendre, elle avait heurté le guéridon de son bras, et la tasse avait basculé sur le parquet. Mon Dieu, pardon Hélène, je suis tellement maladroite. Elle était déjà à genoux avec les mouchoirs de son sac, épongeant la tisane, et pendant que Marc poussait un soupir agacé derrière elle et repartait vers la cuisine pour en refaire une, Marguerite avait levé les yeux vers moi. Ce regard, je ne l'avais jamais vu chez elle. Une urgence absolue, silencieuse, terrifiée, elle avait approché ses lèvres de mon oreille. « Ne buvez pas ce qu'il vous prépare, Hélène. Ne le buvez pas. Je vous expliquerai tout, mais pas ce soir. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. » Et elle était repartie, titubante, en criant vers la cuisine qu'elle était vraiment désolée pour le bord du parquet. Marc est revenu avec une nouvelle tasse. Je la tenais entre mes mains en regardant le film qu'il avait allumé sur ma télévision, et je me répétais en boucle les mots de Marguerite. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dans cette tisane? Pourquoi Marc? Marc qui apportait les viennoiseries. Marc qui appelait Camille devant moi pour lui dire que sa mère allait bien. Mais je me souvenais aussi de ma fatigue inexpliquée depuis l'automne, de ces vertiges matinaux, de ces nausées, après le dîner que mon médecin attribuait au deuil et à l'âge. Et maintenant les mots de Marguerite résonnaient autrement. Marc s'est levé pour aller aux toilettes. En 3 secondes, j'avais échangé ma tasse avec son verre de jus d'orange posé sur la table basse. Quand il est revenu, il a bu son jus d'orange sans regarder. Puis il a repris son manteau vers 20 et 1 heure, embrassé ma joue comme d'habitude, et il est parti,
Je suis restée immobile dans mon fauteuil jusqu'à ce que j'entende l'ascenseur descendre. 20 minutes plus tard, j'entendais la sonnette. C'était Marguerite, une veste jetée à la hâte sur ses épaules, les mains croisées sur la poitrine. Elle s'est assise sur le canapé et elle a pris une grande inspiration. Ça fait 6 semaines que je cherche comment vous le dire. Elle m'a expliqué. Marguerite avait été pharmacienne pendant 30 ans avant de prendre sa retraite. Son œil clinique avait remarqué, un soir qu'elle passait devant ma porte entr'ouverte, la façon dont Marc tenait le sachet de tisane au-dessus de la tasse, la façon dont il y avait ajouté quelque chose d'une petite fiole sortie de sa poche, avant de refermer cette poche d'un geste rapide et appliqué. Elle avait d'abord pensé qu'elle se trompait. Elle était repassée. Elle l'avait revue 3 fois. Elle avait voulu me parler, mais elle avait eu peur que je ne la croie pas, peur de créer une rupture familiale sur une hypothèse. Elle avait besoin d'être sûre. Mais ce soir, quand je l'ai vue arriver avec cette même façon de sourire en entrant chez vous, j'ai compris que je ne pouvais plus attendre. « Qu'est-ce qu'il met dedans ?» ai-je demandé. Ma voix était étrange, comme si elle venait de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas avec certitude. Mais les chants que j'en avais décrits ces derniers mois, les vertiges, la fatigue, les nausées, ça ressemble à une intoxication progressive. Hélène, il faut appeler le SAMU et la police. Je l'ai regardé longtemps, et puis j'ai dit « Appelez ». L'ambulance est arrivée en moins de 10 minutes. Les pompiers ont sécurisé la tasse échangée. Le médecin urgentiste m'a examiné et a aussitôt prescrit des analyses sanguines complètes. Marguerite a tout expliqué aux secouristes avec une précision de pharmacienne qui les a convaincus immédiatement. 2 agents de la police nationale sont arrivés dans la foulée. Cette nuit-là, on m'a gardée en observation à l'hôpital Édouard Herriot. Marguerite a dormi dans le couloir sur une chaise. Les résultats sont tombés le lendemain matin. La tasse contenait du chloralhydrate, un sédatif puissant, à une dose qui, combinée à mon traitement habituel pour la tension, aurait pu provoquer un arrêt cardiaque. Mon sang, lui, révélait des traces de la même molécule accumulée sur plusieurs semaines. Mon cardiologue, en voyant les résultats, est resté silencieux un long moment avant de dire « Si vous aviez continué à en absorber à cette dose pendant encore 3 ou 4 semaines, Madame Fontaine, nous n'aurions probablement pas su que c'était autre chose qu'une mort naturelle. » Une mort naturelle. Une femme de 63 ans, veuve, seule, un peu fatiguée depuis l'automne. Personne n'aurait cherché. Les inspecteurs de la brigade criminelle de Lyon sont venus me voir en fin de matinée. La commandante Sylvie Aurore, une femme de mon âge aux cheveux courts et à la voix posée, a posé ses questions sans me regarder comme une victime, ce que j'ai apprécié. Elle m'a écouté me souvenir de tout depuis le début. Les tisanes, les visites, les symptômes, l'échange de tasses. Marguerite a fourni ses observations semaine par semaine, notées dans un carnet qu'elle avait commencé à tenir dès la première fois qu'elle avait vu Marc avec la petite fiole. « Avez-vous un testament ?» m'a demandé la commandante Aurore. « Oui. » Établi chez le notaire Maître Collet dans le 6e, 2 ans après la mort de Bernard. Je léguais l'appartement et mes économies à Camille, ma fille unique. « Et votre fille est mariée sous quel régime ?» Communauté réduite aux acquets. La commandante a noté quelque chose. L'appartement, Madame Fontaine, il est estimé à combien? Je leur ai répondu. 400 000 € environ. Peut être un peu plus avec le marché actuel du septem. Mon livret A, mon assurance vie souscrite après la mort de Bernard, environ 160 000 €. Et les parts que Bernard et moi détenions, dans une petite SCI familiale avec son frère à Annecy, dont la valeur avoisinait les 80 000 €, 640 000 €. C'était le prix de ma vie. La commandante a levé les yeux vers moi. « Madame Fontaine, votre gendre est courtier en assurance. Il a accès à des informations que beaucoup de gens n'ont pas. Il sait très exactement ce que vous valez à votre mort. Marc a été interpellé le soir même à leur domicile dans le quartier de Confluence. Camille était en déplacement à Bordeaux pour son travail. La perquisition de leur appartement a révélé, dans un tiroir fermé à clé du bureau de Marc, 3 choses. Une petite fiole de chloralhydrate portant encore ses empreintes digitales, un document imprimé listant mes actifs patrimoniaux avec des annotations manuscrites et une photographie d'une femme que je ne reconnaissais pas. Cette femme s'appelait Isabelle Renard, 32 ans, conseillère en gestion de patrimoine dans une agence du 3e arrondissement. La police a mis 48 heures à établir qu'elle et Marc entretenaient une liaison depuis 10 à 8 mois. Isabelle Renard avait des dettes importantes, un crédit immobilier à rembourser seul après une rupture, et, d'après les relevés bancaires que les enquêteurs ont obtenus, Marc lui avait déjà viré 42 000 € en petite somme depuis un compte épargne ouvert en parallèle à leur compte joint.
Camille a appris tout ça à son retour de Bordeaux, debout dans le couloir du commissariat, avec moi à côté d'elle. Je la regardais recevoir chaque information comme un coup. D'abord la trahison conjugale. Ensuite le fait que sa mère avait été empoisonnée. Ensuite, le détail qui lui a brisé quelque chose de définitif dans le regard. Marc avait commencé à préparer mes tisanes exactement 4 semaines après la mort de Bernard. Il n'avait pas attendu que je sois vulnérable. Il avait fabriqué ma vulnérabilité. Si vous avez déjà regardé quelqu'un comprendre que la personne qu'il aimait a simultanément trahi et essayé de tuer, vous savez qu'il n'y a pas de mots pour ce visage-là. Camille est venue vivre chez moi pendant la durée de l'enquête. On dormait comme 2 naufragés dans mon grand appartement trop calme. On parlait peu, on regardait beaucoup de mauvaises émissions le soir, et parfois l'une de nous 2 commençait à pleurer sans raison apparente, et l'autre venait s'asseoir à côté sans rien dire. Marguerite nous montait des plats cuisinés en frappant doucement, posait les casseroles sur le paillasson et repartait sur la pointe des pieds. C'est pendant ces nuits-là que j'ai appris à connaître vraiment Marguerite. Un soir qu'elle avait accepté de rester dîner, elle m'a dit doucement pourquoi elle avait reconnu si vite ce que Marc faisait. Elle avait été mariée à 30 ans à un homme qui l'avait isolée progressivement de sa famille, de ses amis, de ses collègues, qui lui avait fait douter de sa mémoire, de sa perception, de son jugement, qui ne l'avait jamais frappée mais qui lui avait dit pendant 10 ans, de 1000 façons différentes, qu'elle était incapable de vivre sans lui. Elle avait fini par partir un jour de mars avec une valise et sa fille de 7 ans, sans avertir personne, parce qu'elle avait compris que si elle prévenait quelqu'un, il trouverait un moyen de la faire rester. « Je n'ai pas reconnu la fiole tout de suite », m'a-t-elle dit. « J'ai reconnu le geste. Cette façon de faire quelque chose de mal avec des mains qui ont l'air de faire quelque chose de bien. » Elle avait une façon de dire les choses avec une précision tranquille qui m'a appris plus sur les êtres humains que 38 ans de salle de classe. L'instruction judiciaire a duré 9 mois. Le juge d'instruction a mis en examen Marc pour tentative d'homicide avec préméditation et administration de substances nuisibles. Isabelle Renard a été mise en examen pour complicité, les enquêteurs ayant retrouvé dans ses messages WhatsApp plusieurs échanges où Marc lui détaillait les symptômes que je développais et où elle répondait avec des encouragements explicites. Un message envoyé un lundi soir disait « Elle était comment ce week-end » Marc avait répondu « Très fatiguée, presque pas sortie du fauteuil. Encore un peu de patience, ma puce. » Isabelle avait envoyé un emoji souriant. J'ai lu ce message dans le bureau de la commandante Aurore et je ne suis pas arrivée à pleurer. J'étais trop loin de quelque chose pour pleurer. Je fixais cet emoji souriant et je pensais à tous les dimanches où je m'étais excusée auprès de Camille de ne pas avoir l'énergie pour aller au marché avec elle comme d'habitude, à toutes les fois où j'avais pensé que je vieillissais mal, que Bernard me manquait au point de me rendre physiquement malade. Pendant des mois, j'avais ingurgité de la honte de vieillir alors qu'on m'ingurgitait du poison. La perquisition du cabinet de Marc avait mis au jour une police d'assurance vie souscrite à mon nom 10 mois plus tôt, avec Marc comme bénéficiaire secondaire après Camille. En droit français, si Camille divorçait ou décédait avant moi, le capital revenait à Marc. Les enquêteurs ont aussi découvert qu'il avait consulté discrètement un avocat spécialisé en droit successoral pour savoir dans quelles conditions un gendre pouvait contester un testament en faveur de sa femme. Il cherchait les failles. Camille a demandé le divorce en décembre. Le notaire a établi la séparation de biens en urgence. Marc, en détention provisoire à la maison d'arrêt de Corba, a mandaté son avocat pour contester la procédure. Son avocat a plaidé la détresse psychologique, l'influence d'Isabelle, la pression professionnelle. L'argument semblait solide sur le papier jusqu'à ce que la commandante Aurore produise un agenda professionnel de Marc remontant à 10 à 8 mois en arrière dans lequel il avait noté, de sa propre écriture soignée et sans aucune ambiguïté, les doses administrées et les réactions observées. Il tenait un journal de ma mort. Avant que nous continuions, si vous regardez cette vidéo depuis chez vous, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous suivez. Ici, sur Écho d'une vie, chacune de vos histoires compte, et savoir que vous êtes là, de partout en France et ailleurs, nous touche profondément. Le procès s'est ouvert en septembre devant la cour d'assises du Rhône. La salle était pleine. Des journalistes, quelques collègues de mon ancienne école primaire que je n'avais pas vue depuis des années, des voisines du quartier que je connaissais de vue. Camille était assise à côté de moi. Elle avait les mains jointes sur ses genoux et elle regardait droit devant elle avec une expression que je ne lui avais jamais vue, quelque chose de fermé et de très adulte. Marc est entré encadré par 2 gendarmes. Il avait maigri, ses vêtements flottaient légèrement. Quand nos regards se sont croisés, j'ai cherché quelque chose que j'aurais pu appeler de la honte,
Je n'ai rien vu. Un regard plat, presque absent, comme si j'étais un détail de mobilier dans cette salle. L'avocat général, maître Frédéric Aumont, a ouvert les débats avec une sobriété qui rendait les faits encore plus terrifiants que si on les avait dramatisés. Vous allez entendre l'histoire d'un homme qui s'est assis chaque soir dans le fauteuil d'une femme qu'il appelait son fils, qui a bu son café dans sa cuisine, qui a regardé ses photographies de famille sur son buffet, et qui, pendant tout ce temps, comptait les semaines qui lui restaient à vivre. Marguerite a témoigné la deuxième journée. Petite, droite, les mains posées à plat sur la balustrade, elle a raconté ce qu'elle avait vu avec la même précision qu'elle m'avait tout expliqué ce soir de novembre. La salle était silencieuse d'une façon que je n'avais jamais entendue dans un lieu fermé. L'avocat de Marc l'a interrogée. « Vous êtes retraitée ? Madame, comment pouvez-vous être certaine de ce que vous avez vu ? N'est-il pas possible que vous vous soyez trompée ?» Marguerite l'a regardé sans ciller. « Monsieur, j'ai passé 30 ans à identifier des substances en les regardant. J'ai un carnet où j'ai noté les dates, les heures, et ce que j'ai observé. Et surtout, les analyses toxicologiques ont confirmé que ce que j'avais vu existait bel et bien dans la tasse et dans le sang de Madame Fontaine. Est-ce que je peux me tromper ? Peut être. Mais dans ce cas, la chimie aussi se trompe. » Un petit rire a traversé la salle. Isabelle Renard a témoigné le 3e jour. Elle portait un tailleur gris sobre, les cheveux attachés, et elle a pleuré dès les premières questions. Son avocat avait construit une défense autour de l'emprise. Marc l'avait manipulée, elle ignorait la gravité de ce qu'il faisait, elle pensait qu'il cherchait simplement à précipiter une mort naturelle, déjà inévitable. Le procureur lui a tendu son téléphone. « Mademoiselle Renard, pourriez-vous lire ce message que vous avez envoyé le 14 février à l'accusé ?» Elle a pris le téléphone. Ses mains tremblaient légèrement. Elle a lu à voix basse. « Elle prend encore trop de temps. Est-ce qu'on peut augmenter les doses ? J'en ai assez d'attendre. » Le silence qui a suivi avait une texture particulière. Camille, à côté de moi, a fermé les yeux. Les délibérations ont duré 2 jours. Le verdict a été prononcé un vendredi matin sous une lumière grise de septembre qui entrait obliquement par les hautes fenêtres de la salle. Marc Delacroix, coupable de tentative d'assassinat avec préméditation et administration de substances nuisibles à personnes vulnérables. 20 ans de réclusion criminelle, peine incompressible de 12 ans. Isabelle Renard, coupable de complicité de tentative d'assassinat, 6 ans de réclusion criminelle, peine incompressible de 8 ans. J'ai regardé Marc entendre sa peine. J'attendais de ressentir quelque chose qui ressemble à une victoire. Ce que j'ai ressenti était plus calme que ça, plus lourd. Quelque chose comme une vérité posée définitivement sur une table. Ce qui avait été fait avait existé, maintenant c'était nommé. Dans les mois qui ont suivi, j'ai appris à distinguer ce qui guérissait de ce qui cicatrisait seulement. Le corps, d'abord, 3 mois de traitement de désintoxication sous surveillance médicale, des contrôles réguliers, une fatigue réelle mais différente de l'autre, une fatigue honnête que je reconnaissais comme mienne. Puis la tête, plus lentement. Mon médecin m'avait orienté vers une psychologue spécialisée dans les traumatismes relationnels et j'avais d'abord résisté, comme beaucoup de femmes de ma génération résistent à l'idée de parler à un inconnu de ce qu'on ressent. Puis j'y étais allée et j'avais compris que parler n'était pas une faiblesse, mais une compétence. Camille s'est reconstruite aussi, à sa façon, avec ses silences et ses colères et ses nuits sans sommeil dont elle ne me parlait pas mais que je devinais. Elle a été promue associée dans son cabinet au printemps. Elle a adopté un chat qu'elle a appelé Bernard, ce qui nous a fait rire et pleurer en même temps. Elle sortait avec des amis le vendredi soir comme elle ne le faisait plus depuis des années. Et parfois, elle m'appelait depuis un restaurant bruyant juste pour me dire bonsoir. Un soir d'hiver, assise à ma table de cuisine avec Marguerite, j'ai dit « Il faudrait faire quelque chose ». Elle m'a regardé par-dessus sa tasse. Quel genre de chose ? Je ne savais pas encore exactement. Mais je savais que depuis que l'affaire avait été couverte dans Le Progrès et sur France Bleu, j'avais reçu des messages d'autres femmes. Des femmes qui me disaient « Ma belle-mère a vécu la même chose. Ma sœur a les mêmes symptômes et personne ne la croit. Je me reconnais dans ce que vous décrivez. » Des femmes qui se taisaient parce qu'elles n'avaient pas de Marguerite. Avec l'aide d'une avocate et d'une assistante sociale que nous avions rencontrées lors du procès, Marguerite et moi avons fondé l'association Voix du Palier. Son nom venait de cette idée simple. Parfois, la personne qui vous sauve n'est pas la personne que vous pensiez. C'est celle qui habite de l'autre côté de la porte et qui a fait attention. L'association accompagnait les victimes d'abus domestiques silencieux, ceux qui ne laissent pas de bleu visible, ceux qui s'installent lentement dans le quotidien, jusqu'à ce que la victime ne sache plus si ce qu'elle ressent vient d'elle ou de ce qu'on lui fait.
Nous avons trouvé un local associatif dans le 8e arrondissement grâce à une subvention de la mairie de Lyon. Marguerite a utilisé ses connaissances en pharmacologie pour former des bénévoles à reconnaître les signes d'intoxication chronique. J'ai animé des groupes de parole pour des femmes qui apprenaient à faire confiance à leur propre perception après des années à en avoir été dépossédées. La première fois que j'ai pris la parole dans une conférence publique sur les violences conjugales invisibles, j'avais les mains qui tremblaient derrière le pupitre. Je regardais la salle et je voyais des dizaines de visages qui attendaient que quelqu'un nomme ce qu'ils avaient vécu. Cette salle m'a tenu debout plus sûrement que n'importe quel discours préparé. 2 ans après le procès, j'ai reçu une lettre de la maison d'arrêt de Corba. L'enveloppe portait le nom de Marc dans le coin supérieur gauche. Je l'ai posée sur la table de la cuisine et je suis allée faire une promenade d'1 heure le long de la Saône. Quand je suis rentrée, je l'ai ouverte. La lettre était courte, 3 paragraphes à l'écriture reconnaissable. Cette écriture soignée que j'avais vue pendant 7 ans au bas des cartes de vœux. Il écrivait qu'il ne cherchait pas de pardon, qu'il savait que ce mot-là ne signifiait plus rien venant de lui, qu'il pensait à Camille tous les jours et qu'il avait renoncé à lui écrire parce qu'il comprenait que sa présence, même épistolaire, était une violence supplémentaire, qu'il avait commencé à travailler avec un psychiatre en prison et que c'était la chose la plus difficile qu'il avait jamais faite. Et puis, à la fin, je ne sais pas ce que vous avez fait avec votre vie depuis, mais j'imagine que c'est quelque chose de bien. Vous étiez ce genre de femme. Je ne l'ai pas vu avant d'avoir tout perdu en essayant de vous prendre ce qui vous appartenait. J'ai replié la lettre. Je ne lui ai pas répondu. Non par colère. La colère était passée depuis longtemps, mais parce que je n'avais rien à lui dire que ma vie n'était pas en train de lui dire mieux que moi. L'appartement rue Garibaldi est toujours là, avec ses parquets grinçants et ses plafonds hauts, et les livres de Bernard sur les étagères que je n'ai pas réussi à déplacer. Je l'ai fait estimer à nouveau il y a quelques mois, par curiosité, pas par intention de vendre, 460 000 €. Je trouve une satisfaction paisible dans cette information, sans pouvoir tout à fait l'expliquer. Marguerite habite toujours au 4e. On boit encore notre café ensemble 1 fois par semaine, mais maintenant on se dit beaucoup de choses. On s'est découvert une amitié tardive et solide, le genre que je ne savais pas qu'il était encore possible de trouver à nos âges. Elle dit que c'est la meilleure chose qui soit sortie de cette histoire, et je suis d'accord avec elle, même si la liste de ce qui en est sorti de bien est devenue étonnamment longue. Camille est venue dîner dimanche dernier. Elle a apporté une tarte aux pommes qu'elle avait faite elle-même, ce qu'elle ne faisait plus depuis l'adolescence. On était toutes les 3 autour de ma vieille table, Camille, Marguerite et moi, avec le chat Bernard endormi sur le radiateur, et j'écoutais Marguerite raconter une histoire drôle de sa retraite de pharmacienne, et Camille riait de ce rire qu'elle avait enfant, sans retenue, la tête en arrière. Marc avait voulu ma mort pour hériter de cette table, de ses parquets, de ses livres. Il avait voulu Camille pour lui-même, remodelée selon un plan que nous n'avions pas vu. Il avait tout planifié sauf une chose, qu'une femme de 70 ans habitant au 4e étage ferait attention. On ne sait jamais qui nous regarde avec bienveillance dans la vie ordinaire. On ne sait jamais qui, de l'autre côté du palier, tient le journal de nos petites survies quotidiennes. Marguerite ne m'a pas sauvée parce qu'elle était extraordinaire. Elle m'a sauvée parce qu'elle avait appris, à ses dépens, que regarder vraiment les gens autour de soi n'était pas une curiosité mais une forme de solidarité. Je pense souvent à toutes les femmes qui n'ont pas leur Marguerite. C'est pour elles que j'ai pris la parole. C'est pour elles que l'association existe. Et c'est pour elles que je raconte cette histoire, non pas pour qu'on me plaigne, mais pour que quelqu'un, quelque part, reconnaisse un geste, une fiole, une fatigue trop lourde, un regard fuyant et décide de faire attention. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Laissez-nous un commentaire, dites-nous depuis quelle ville vous regardez. Vous ne savez pas à quel point ça compte de savoir que vous êtes là. Et la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment raconte une histoire que vous ne verrez pas venir. Je vous la recommande.